Donc effectivement, s'est tenue le week-end dernier, donc cette réunion qui est maintenant une étape annuelle classique, hein. Donc ce symposium européen qui fait le point sur la maladie de Pompe. Alors, comme l'a dit Pascal, effectivement, on ne va pas vous rappeler ce que c'est que la physiopathologie. Néanmoins, il y a eu une intervention de Nina Raben au cours de cette présentation et qui mérite un petit peu, enfin, d'avoir bien en tête comment fonctionne. Je vais tout de suite la présenter globalement pour ne pas la détailler, mais simplement pour montrer que, bien évidemment, c'est une maladie lysosomale, ça tout le monde le sait, que c'est une maladie de surcharge lysosomale, et avec toute la notion de mise en route de cette macro-autophagie et d'arriver dans un système de fabrication donc de ces autophagosomes, et ensuite tout ce qui est le build-up autophagique qui va entraîner la destruction de la cellule. Donc ça, c'est la pathologie qui est décrite véritablement dans la maladie, c'est-à-dire qu'on considère effectivement qu'au démarrage, et il y avait eu aussi un débat à l'ENMC, c'était en septembre, sur le fait, est-ce qu'il y a une maladie de Pompe qui est à présentation infantile en fonction du degré d'atteinte et puis à présentation tardive, ou bien est-ce qu'il y a différentes maladies de Pompe? Est-ce qu'il est justifié de dire il y a des formes infantiles et des formes adultes? Alors en fait, c'est vrai que c'est surtout donc les formes un peu plus tardives qui sont connues. Alors je vous remets simplement cette diapositive qui n'était pas à Londres, mais simplement pour vous faire bien prendre conscience que ce qu'on décrit, c'est en quelque sorte, j'allais dire, l'intoxication du muscle progressivement par ces autophagosomes qui grossissent. Et ce sur quoi je veux arriver, c'était sur justement ce qui était à Londres, ces conclusions de Nina Raben, disant qu'effectivement, donc apparemment, il y a deux mécanismes qui sont à la fois la rupture lysosomale, qui est déjà un élément physiopathologique, ce qui est déjà un petit peu plus récent dans le concept, et puis cet autophagique build-up, donc qui était déjà mieux connu et qui contribue à la destruction. Et alors la conséquence, elle est quand même importante, parce que, bon, chacun a une contribution relative, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc il y a d'ailleurs un papier récent qu'il décrit, de Nina Raben et de son groupe, et qui montre que quand on traite des patients donc par enzymothérapie, eh bien, quand on traite des adultes, on voit progressivement disparaître ce build-up et arriver, alors que quand on traite des enfants, originalement, ce build-up n'existe pas, mais au contraire, au bout de quelques mois de traitement, ce build-up apparaît. Et donc, autrement dit, il y a une incompréhension parce qu'en fait, il n'y a pas d'explication véritablement dans son papier du pourquoi, mais ça montre que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pouvait penser au départ, c'est-à-dire qu'on pensait au départ véritablement que ces autophagosomes grossissaient puis allaient écraser tout, que chez l'enfant, c'est sûr qu'on évitait leur apparition en mettant très rapidement le traitement et donc qu'on préservait la cellule musculaire, mais en fait, il semble que ce soit plus compliqué puisque cet autophagosome apparaît quand même chez l'enfant, même sous traitement, cependant sans véritable conséquence. Bon. Ensuite, je vais simplement dire que le deuxième point qui était véritablement soulevé, et je pense intéressant, c'est pas exhaustif ce que je vous dis de Londres, mais donc quelques points, c'était la notion donc toujours de ces statuts immunitaires, donc chez ces enfants crime négatifs qui bien sûr vont développer des anticorps contre le traitement qu'on va leur mettre en place. Et que chez l'enfant, en tous les cas, il est toujours très indiqué et avec donner beaucoup d'attention au fait de déterminer leur statut systématiquement, parce que donc il y avait une présentation de Prithia Kisnani qui a bien défini que elle met en route des traitements apparemment très lourds, même chez l'enfant, parce que moi j'estime que mettre en route 3 lignes immunosuppressives chez des enfants, je lui en ai fait la remarque chaque fois, je lui avais dit à Nardenne, je lui ai redit d'ailleurs l'autre jour, de donner des immunoglobulines, du méthotrexate et du rituximab, tous les trois ensemble, chez ces patients, pour justement empêcher l'arrivée d'anticorps. On pourrait peut-être se poser la question s'il n'y en a pas qu'un qui serait suffisant, si on se réfère au greffe, on fait des immunoglobulines, ça fait diminuer, puis ensuite peut-être qu'on peut donner un anti-CD20, mais peut-être... Bon, toujours est-il qu'elle présente des résultats extraordinaires, c'est-à-dire qu'effectivement, chez les patients qu'elle traite avec ces 3 lignes, ça permet de donner le traitement même à ces patients
enfin ces enfants qui développent des taux d'anticorps très élevés. Quand on dit taux d'anticorps très élevés, ça veut dire supérieur à 4000, 5000, hein, alors que chez les adultes, on a des augmentations d'anticorps, mais qui généralement sont de l'ordre de 200, 300, 500. Voilà. Alors ensuite, il y avait aussi la présentation du groupe hollandais classique, quoi, donc Van Cappels et Anne van der Ploeg, qui parlait des enfants suivis à long terme. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que on voit que on a maintenant un certain recul sur ces enfants qui sont traités, et il apparaît que si certains sont subnormaux, je dirais, c'est-à-dire vraiment avec un développement tout à fait normal, avec un développement moteur et intellectuel tout à fait bien, il existe quand même chez ces patients un certain degré de, enfin, du moins, plus ou moins selon, mais certains qui ont dysphagie, dysphonie, et en fait, qui doivent être suivis. Il existe des surdités et des troubles aussi un petit peu de la marche liés à une persistance d'hypotonie chez ces enfants. Et puis, on a beaucoup insisté sur l'ostéoporose et aussi sur dans des présentations sur la nutrition, sur le manque en calcium de ces patients, sur la vitamine D, sur le métabolisme de la vitamine D d'une façon générale. Et donc, apparemment, il y a une augmentation de l'incidence de l'ostéoporose chez les enfants lorsqu'on continue à les suivre. Pascal Laforêt a beaucoup participé, donc il a surtout présenté une série, mais peut-être que, comme il va revenir tout à l'heure, je vais rester très bref, en disant simplement donc, qu'il y avait une variabilité des tableaux cliniques, hein, avec des tableaux non spécifiques, donc sur le challenge diagnostique, qui est toujours un point qui est d'actualité, et peut-être donc de faire de ces programmes. Et de toute façon, il reviendra sur les guidelines tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Le problème diagnostique a encore été proposé, alors avec toujours ces arbres décisionnels que moi je trouve un petit peu peut-être désuets, je dirais, c'est-à-dire, bon, bah, tout le monde fait ça, quoi, je dirais, c'est pas la peine de le dire, même à la limite, donc c'est très bien. Mais peut-être que plus sur, je voudrais juste dire un petit peu là-dessus. Alors, donc le DBS, vous savez tous que c'est donc le dosage sur le buvard, hein. En fait, il y avait un poster qui montrait une étude du groupe de Kate Bushby qui était sur 29 patients et qui montrait que le recrutement fait sur des patients qui avaient un tableau myopathie des ceintures, malheureusement absolument pas décrit sur le poster. Les critères d'inclusion n'étaient absolument pas décrits sur le poster. Et donc sur ces 29 patients screenés en quelque sorte, ils retrouvaient 4 diagnostics de pompe, ce qui fait 13,8%, ce qui me paraît bien élevé. Dans la mesure où il y avait un papier récent aussi qui vient de sortir sur, je ne sais plus de qui d'ailleurs, mais enfin, c'est une expérience, c'est une vue du laboratoire, c'est-à-dire un laboratoire de dosage qui dit on a reçu 1000 dosages, demandes de dosage d'alpha-glucosidase et d'activité, et on en a retrouvé chez ceux-là à peu près ce chiffre, 13%. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on regarde combien de dosages sont demandés dans la suspicion de maladie de pompe, je conçois qu'on arrive à trouver à peu près 13%. Maintenant, quand on screen des patients qui ont un phénotype, etc., ça me paraît bien élevé de trouver 13%. Et pour indication, notre étude en cours, pour le moment, se situe plutôt autour de 2,5-3% maximum dans ce type de screening. Voilà. Alors d'autres marqueurs, donc le GLC4 urinaire, il y a des techniques qui sont beaucoup plus précises, donc il semblerait que c'est mieux enfin, il faut continuer à le faire parce que c'est beaucoup plus fiable avec des techniques modernes. Et puis le fait que donc la CE semblerait être aussi peut-être un élément modificateur d'expression, je dirais, de la maladie de pompe. Ce qui était quelque chose présenté comme, mais là aussi peu expliqué dans son mécanisme. Alors un mot sur l'imagerie, parce que l'imagerie, je pense qu'aussi c'est quelque chose qui est assez dans l'air, c'est-à-dire que, bon, enfin, du moins chez l'adulte, l'imagerie telle qu'on la connaît en pathologie musculaire est importante dans la maladie de pompe, puisqu'effectivement on va voir des défects, j'allais dire ce qu'on appelle ces images myogéniques,
avec donc tout à fait caractéristique des dystrophies musculaires, même d'une façon générale, qu'on voit chez ces patients. Alors c'est intéressant parce que est-ce que ça permettrait un suivi du traitement? Est-ce que ça permettrait... Et là aussi, il y a une discussion qui est dans l'air, qui est que l'imagerie ne serait pas le bon moyen pour initier le traitement? C'est-à-dire qu'on initierait un traitement qu'à partir du moment où il y a une trace objective de souffrance musculaire qui est donnée par l'imagerie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, donc, oui, ça a été important aussi de signaler ça, c'est-à-dire que effectivement, quand on regarde la population maladie de Pompe par rapport à la population générale, on a tout à fait la notion que la maladie de Pompe, c'est une maladie qui engage le pronostic vital. Donc, autrement dit, c'est une maladie qui justifie qu'on mette en route des traitements, et ça peut peut-être être aussi un argument vis-à-vis des autorités de santé pour dire qu'il y a une incidence morbidité et mortalité de la maladie de Pompe, puisque c'est un des critères vis-à-vis des autorités de santé, qui a le critère de santé publique et puis il y a le critère de prévention de la mortalité pour définir l'intérêt d'un traitement. Donc c'est intéressant de voir que peut-être qu'il faudrait, mais on est encore trop précoce pour avoir véritablement des idées d'amélioration de la survie des patients traités là. Ensuite, oui, les débats là aussi, qui est un débat classique qui dure déjà depuis quelque temps. Doit-on faire systématiquement des screenings néonataux? Il y a eu un vote d'ailleurs donc à Londres et c'était d'ailleurs organisé de façon assez amusante puisqu'on a demandé aux gens de voter au début en leur disant qu'est-ce que vous en pensez? La majorité a été oui, il faut faire des screenings. Puis ensuite, il y a eu un débat avec des pour, avec des contre, et on a revoté après, et la majorité a dit non. Voilà. Donc c'était effectivement, surtout sur le côté, c'est vrai que le gros problème actuellement, c'est qu'on n'a pas vraiment de corrélation génotype-phénotype, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va trouver une mutation chez un nouveau-né qu'on va systématiquement savoir comment il évolue. Donc en fait, très bien de les screener, mais il faut peut-être attendre qu'il y ait des manifestations cliniques. Alors c'est vrai que s'il y a une hypertrophie cardiaque quelconque, on va commencer un traitement tout de suite. Mais sinon, tout ce qu'on va gagner, c'est de lui mettre une épée de Damoclès sur la tête, et donc on tombe dans les problèmes éthiques classiques qu'on discute largement. Il y avait 2 colloques, je ne vais pas détailler non plus, je voulais simplement m'arrêter un petit peu sur les outcome measures, donc parce que là aussi c'est un débat qui est toujours dans l'air. Quels outils doit-on utiliser véritablement pour mesurer l'évolution et pour mesurer l'efficacité des traitements? Donc le groupe italien propose la D-série, donc il y avait une présentation de Corrado Angelini qui présente des techniques, qui n'ont rien de révolutionnaire, qui sont, par exemple sur le 6 minutes walking test, de le scinder, c'est-à-dire quel est le parcours qu'il va faire par minute plutôt que de le totaliser, parce qu'on n'est pas plus précis. Voilà, donc pour vous dire que rien n'est figé encore et qu'il y a encore une discussion là-dessus sur ce qu'on doit faire. Les registres, bien sûr, très importants, c'est tout ce que je vais dire. Peut-être que je peux dire que pour le moment, ce qui est donné à travers les résultats des registres n'ont pas permis véritablement, justement, les corrélations phénotypes-génotypes qu'on aurait pu en attendre. Ça paraît pas très clair dans les premières publications qu'il y en a. Effet du traitement, donc, dans les formes juvéniles et adultes. On connaît l'étude LOTS. Le problème est de savoir si effectivement, il y a des facteurs pronostiques. Est-ce qu'on peut définir chez un patient donné des répondeurs, des non-répondeurs? C'est une question qui est aussi importante. Mais par contre, tout ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il y a une excellente tolérance à ce traitement avec peu d'effets secondaires. Alors, au point de vue perspective thérapeutique, on va essayer peut-être d'améliorer ces traitements. Alors, régulation des mécanismes autophagiques, ça veut simplement dire que, comme je vous l'ai dit au départ, on n'est pas certain que dans cette autophagie, ou du moins le fait actuellement de donner une enzymothérapie de remplacement est suffisante. Est-ce qu'il ne faudrait pas bloquer l'autophagie carrément en association? Parce que bien sûr, il faut donner le traitement de remplacement, ça je pense que c'est certain, puisque si l'enzyme ne marche pas, il faut bien la remplacer. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas aussi bloquer l'autophagie?
Alors, il y a par exemple l'étude là avec l'utilisation de la rapamycine, parce que la rapamycine, c'est un produit donc qui bloque la voie mTOR. On ne va pas rentrer dans les détails. Et cette voie mTOR, ben, quand elle est bloquée, elle permet la phosphorylation de la glycogène synthase, donc la rendre inactive, et donc participe à l'amélioration d'un côté, on va donner le traitement qui va couper, puis de l'autre côté, on va donner quelque chose qui va empêcher de stocker. Voilà. Bon, donc en gros, ça permet. Et puis il apparaît des enzymothérapies de deuxième génération. J'en dirai rien puisque je pense qu'on va en parler au cours de cette journée. Un mot pour dire que l'exercice et la nutrition sont des choses importantes. Alors encore débat, est-ce qu'il faut faire de l'exercice pendant le traitement? Est-ce qu'il ne faut pas? Les choses ne sont pas encore tout à fait définies, mais ça semblerait quand même meilleur de faire de l'exercice. Il faut faire attention à la nutrition en insistant, comme je vous l'ai dit, vitamine D, calcium. Voilà. Donc en fait, les futurs enjeux sont inciter à bien remplir les registres. Oui, il faut absolument y participer à ces registres et il faut que les choses soient bien cadrées, bien rigoureuses. Ça permet le suivi des patients traités. Il faut continuer à établir des guidelines parce que, surtout sur quels sont les outcomes qui nous permettent de véritablement avoir une idée de l'efficacité, ça reste encore en débat. Et puis le challenge immunologique parce que, bon, bien sûr sur les crimes, mais aussi le suivi quand même du taux d'anticorps paraît être quelque chose d'important et les thérapies qui doivent s'adapter et qui doivent encore se mettre sur être développés, des protocoles qui doivent être développés dans ces conditions. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui m'avait paru le plus intéressant. Si j'ai oublié quelque chose qui était un poster qui a été présenté par nos collègues Zagnoli d'ailleurs, et qui est une information intéressante parce que le traitement était chez une femme enceinte. Donc ce poster rapportait que du moins l'enzymothérapie pouvait être donnée chez une femme enceinte. Donc voilà. Donc, merci.